te présenter rapidement? Donc bonsoir à tous. Donc Christine Santagne. Donc je suis, comme le disait Alice, conseillère en orientation personnalisée. Donc je fais partie du réseau Ton Avenir, réseau qui regroupe en fait aujourd'hui une bonne quarantaine de conseillers partout en France, y compris à l'étranger, pour faire un accompagnement personnalisé en vue d'une très belle orientation pour choisir les belles formations et que chaque jeune puisse trouver sa voie et se faire plaisir au quotidien. Impeccable. Et puis, pour terminer, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Alice Barbier, je travaille pour Study Experience, je suis conseillère au sein de Study Experience. Study Experience est une agence spécialisée sur l'accompagnement des étudiants pour les études à l'étranger et notamment pour les études dans les systèmes anglophones ou dans les formations anglophones. Et donc aujourd'hui, l'objectif de cette session, c'est tout simplement de vous présenter un petit peu les solutions pour partir étudier à l'étranger et surtout aborder finalement la question de l'orientation scolaire vis-à-vis des études à l'étranger. Donc on va commencer, je vais partager avec vous mon écran pour lancer la présentation. Voilà, orientation et études à l'étranger. On va essayer de rendre ce webinaire un petit peu interactif avec Christine. Donc, on va essayer d'intervenir toutes les deux sur les différentes thématiques. Je vais commencer rapidement par présenter un petit peu le principe des études à l'étranger. Christine interviendra sur les questions de l'orientation et on va se recouper un petit peu sur ces différentes thématiques pour essayer de vous présenter finalement quelque chose de complet et de constructif pour que vous puissiez y voir plus clair à la fin de cette session. Une fois de plus, je le rappelle, je crois que Marc l'a indiqué dans la discussion. Si vous avez des questions durant ce webinaire, vous n'hésitez pas à les poser directement dans la boîte de discussion. Il va y répondre tout au long finalement du webinaire. À la fin de la session, on pourra aussi revenir sur certaines questions qu'il n'aurait pas forcément eu l'occasion de répondre en direct ou notamment si vous avez besoin d'éclaircissement. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil si vous avez besoin. Alors, pour commencer, on va commencer assez rapidement sur la question des études à l'étranger. Avant même de parler d'études à l'étranger, je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi partir faire ces études à l'étranger ? Vous avez beaucoup de raisons qui vont vous amener à considérer l'étranger. J'en ai cité quelques-unes, ce ne sont que certaines raisons parmi tant d'autres, mais qui pour moi sont effectivement les plus importantes. Donc je vais les détailler un petit peu. Étudier à l'étranger, c'est probablement le meilleur projet que vous pouvez anticiper pour votre scolarité et pour les années à venir. Partir étudier à l'étranger, pour commencer, c'est tout d'abord une garantie d'ouverture d'esprit. C'est vrai que si vous partez à étudier à l'étranger, vous allez automatiquement être confronté à une nouvelle culture, à un nouveau mode de vie, à une nouvelle langue, à de nouvelles personnes. Et ça va vous faire grandir énormément. Donc, dans ouverture d'esprit, je veux aussi parler finalement un petit peu de développement de la maturité, du développement de votre autonomie, notamment pour les étudiants qui vont partir potentiellement juste après le bac à l'étranger. Voilà, si vous partez à 18, 19 ans à l'étranger, c'est probablement la première fois que vous allez quitter finalement votre cocon familial pour prendre votre envol et le faire effectivement dans un autre pays, ça va vous faire grandir très rapidement. Et sur des points qui vont être très très importants. C'est aussi la garantie finalement de maîtriser plusieurs langues. C'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la maîtrise des langues est absolument essentielle. Aujourd'hui, maîtriser une seule langue, ça ne suffit plus. Maîtriser 2 langues, c'est bien. Maîtriser 3 langues, c'est idéal. Le fait de partir étudier à l'étranger, c'est la garantie effectivement de maîtriser ces points-là. Donc, si vous partez dans un pays anglophone, c'est la garantie effectivement de maîtriser l'anglais. Vous pouvez même opter pour partir sur des destinations européennes qui, à proprement parler, ne sont pas anglophones, mais qui vont pouvoir proposer des formations en anglais. Par exemple, si vous partez en Espagne, en Italie, vous avez effectivement la possibilité dans ce cas-là de suivre vos études en anglais, donc de maîtriser cette langue, mais aussi de maîtriser une langue complémentaire, l'espagnol, l'italien, l'allemand, que sais-je, dans votre vie de tous les jours. Et ça, finalement, quand vous allez vouloir revenir en France, soit pour des études, soit pour le marché de l'emploi, c'est un atout qui est absolument indéniable. Partir étudier à l'étranger, c'est aussi l'idée de développer votre réseau. Ça, je pense que c'est un point qui est très, très important et qui est peut-être parfois assez méconnu de la part des étudiants qui sont intéressés par les études à l'étranger ou de leur famille. C'est vrai que la conception
qu'on a des études à l'étranger et la façon dont les universités sont construites et fonctionnent, une université à l'étranger, c'est une véritable famille, finalement. Prenez aux États-Unis, par exemple, on appelle souvent l'université qu'on intègre et l'université dans laquelle on a évolué, ce qu'on appelle son alma mater, qui, si on le traduit, veut littéralement dire mère nourricière. Et intégrer une université, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée d'arriver dans une nouvelle famille. Les universités étrangères, c'est des universités qui sont très internationales. Vous pouvez assez facilement trouver jusqu'à 10, 15, 20% d'étudiants internationaux sur les campus. Intégrer une université de ce type-là, c'est rentrer finalement dans ce réseau d'étudiants internationaux, mais aussi dans le réseau des étudiants locaux qui étudient, c'est tisser des liens avec tous ces étudiants qui viennent finalement des quatre coins du monde. Et c'est des liens que vous allez garder durant vos études, mais même au-delà. C'est des étudiants qui vont faire leurs études avec vous, qui ensuite vont peut-être partir dans tel ou tel pays, commencer à travailler, comme vous, qui vont bouger. Mais au final, vous aurez toujours ce lien d'avoir étudié au même endroit et c'est des contacts que vous allez pouvoir garder finalement sur le long terme et vous faire véritablement un réseau international, ce qui est très intéressant quand vous allez vous lancer sur le marché de l'emploi. Et puis, bien évidemment, je reprends un petit peu les points que j'ai dit précédemment, mais c'est vrai que aller étudier à l'étranger, aujourd'hui, c'est une énorme plus-value quand vous allez rechercher un travail, non seulement parce que vous aurez un diplôme international et c'est quelque chose qui est très recherché, mais aussi pour tous les points que j'ai évoqués précédemment, étudier à l'étranger, ça va créer finalement des profils qui sont très intéressants pour les employeurs. Je l'ai dit, ça va être des étudiants qui ont gagné en maturité, c'est des étudiants qui ont gagné en autonomie, qui savent s'adapter, qui maîtrisent plusieurs langues, qui ont un réseau qui est intéressant, qui sont confrontés à des cultures qui sont différentes, qui ont su s'adapter. Pour toutes ces raisons, finalement, ça fait des étudiants et de futurs professionnels qui sont très complets. Et aujourd'hui, c'est des compétences, ce qu'on appellerait des compétences transversales, qui sont excessivement recherchées par les employeurs un petit peu partout. Donc pour toutes ces raisons, étudier à l'étranger, c'est toujours effectivement une excellente idée. Après, la question qui peut se poser, c'est vis-à-vis du système anglophone, quels sont les avantages qu'on peut trouver dans les universités à l'étranger. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais me faire un focus tout particulier sur le système anglophone, parce que c'est vraiment notre domaine de spécialisation. Alors, soit effectivement les pays anglophones ou les universités qui vont proposer des formations en anglais, pas forcément dans des pays anglophones. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que toutes ces universités et tous ces systèmes ont des points communs et fonctionnent un petit peu sur le même mode. Le premier point, je pense qu'on peut mettre en avant vis-à-vis des universités anglophones, c'est que ce sont des universités et des écoles qui sont prestigieuses. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà remarqué. Si vous regardez un petit peu les classements mondiaux sur les sites spécialisés, vous verrez que la plupart des universités qui vont être dans le top 50, top 100, viennent souvent des mêmes pays, c'est-à-dire à la fois les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie. C'est très majoritairement ces pays-là qui sont représentés. Donc, c'est des universités qui n'ont plus rien en quelque sorte plus rien à prouver, qui ont un système éducatif qui est reconnu dans le monde entier, à la fois pour la qualité de l'enseignement, pour le prestige de leur recherche, pour la qualité de leurs enseignants. Donc, choisir ces destinations, c'est effectivement la garantie d'une éducation de qualité. Vous avez la qualité de l'éducation, mais vous avez aussi la qualité des installations. C'est vrai que les campus à l'étranger sont, somme toute, assez différents des campus que vous pouvez trouver parfois, quelquefois en France. Même pour certaines destinations, je pense ici par exemple aux États-Unis, les campus internationaux, les campus des universités sont de véritables villes dans la ville. J'ai en tête une université en Floride qui s'appelle la University of South Florida, qui compte pas loin de 50 000 étudiants sur son campus, donc c'est absolument gigantesque. L'université a son propre réseau de bus en interne, vous avez des cinémas, vous avez des cafés, vous avez des hôpitaux, donc vous n'avez littéralement pas besoin de sortir du campus pour vivre. Donc ça, c'est effectivement pour tout l'aspect social des études à l'étranger, mais même au sein des universités, au sein des bâtiments, vous avez des installations qui sont vraiment à la pointe, notamment pour les étudiants qui seraient intéressés pour des études, par exemple en ingénierie, vous avez tous les labos d'ingé qui sont hyper développés. Pour les étudiants qui seraient intéressés, par exemple, pour faire du cinéma ou de l'art, vous pouvez avoir des studios d'enregistrement, vous pouvez avoir des studios d'art qui sont mis à la disposition des étudiants. Vous avez véritablement des installations pour maximiser finalement l'expérience étudiante académique et l'expérience étudiante sociale pour avoir vraiment une expérience complète. Autre avantage du système
anglophone et des études à l'international de manière générale, c'est l'approche pédagogique, qui est assez différente effectivement de ce qu'on peut peut-être connaître en France. C'est très participatif. Alors vous aurez toujours effectivement quelques cours magistraux durant vos études, mais probablement beaucoup moins qu'en France, et surtout on va être sur une pédagogie où on va faire émerger le savoir par le débat et par la discussion. On n'est pas vraiment sur une pédagogie frontale, comme on peut la trouver parfois effectivement au niveau lycée par exemple, mais beaucoup plus sur l'échange et la recherche de savoir. Sur du travail en groupe, notamment, c'est quelque chose qui est très présent, ou sur des systèmes de tutorat. Ça permet effectivement à chaque étudiant de pouvoir créer finalement son savoir, et c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal de profils qui ne se sentiraient pas forcément à l'aise sur le système éducatif français, par exemple. Vous avez aussi un rapport qui est très privilégié avec les professeurs, avec on va dire, le staff qu'on va trouver dans les universités de manière générale. Les professeurs sont beaucoup plus abordables, on va dire, dans les universités étrangères, notamment avec le système des office hours que vous pouvez trouver. C'est pas rare, par exemple, qu'un enseignant, dans son emploi du temps, ait des plages de différentes horaires, par exemple de 14h à 18h, où il se doit d'être dans son bureau, la porte ouverte, à disposition des étudiants pour que les étudiants puissent effectivement aller voir leurs enseignants s'ils ont une question sur un devoir ou sur un cours qu'ils n'ont pas forcément compris, ou pour avoir des précisions sur telle ou telle notion. Donc, les enseignants sont effectivement très disponibles pour les étudiants, et vous avez aussi tout ce système de ce qu'on appelle les academic advisors, qui seraient un petit peu des tuteurs pour les internationaux et pour les étudiants locaux. L'objectif de ces personnes-là, ça va être finalement d'accompagner les étudiants dans toute leur poursuite d'études au sein de l'université et de les guider un petit peu. C'est très important pour les étudiants internationaux, puisque finalement, c'est des étudiants qui vont s'insérer dans un système éducatif qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement, et ils vont avoir le support nécessaires pour leur permettre effectivement d'évoluer dans leurs études en toute sérénité. Alors, j'ai noté aussi la flexibilité des cursus et des débouchés. Ça, je vais en parler un petit peu après. Je vais faire un focus là-dessus, mais c'est vrai que les études dans les systèmes anglophones, s'il y a bien un mot qui les définit, c'est le côté flexibilité. Quand on va parler de la question de l'orientation, c'est quelque chose qui va finalement être très intéressant, puisque c'est ce que va rechercher pas mal d'étudiants, à mon avis, et l'idée de pouvoir finalement construire un petit peu un cursus à la carte, et un cursus qui va ressembler à l'étudiant. Et puis enfin, la vie de campus universitaire, j'ai parlé de la qualité des installations, tant d'un point de vue académique que d'un point de vue social. Vous avez aussi, et c'est très présent dans les universités étrangères, la question des associations étudiantes, où voilà, pour chaque université, vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'associations étudiantes sur tous les domaines. Vous aimiez la littérature, la science politique, l'histoire, que ce soit le cinéma ou quoi que ce soit, vous pouvez trouver une association étudiante qui va finalement recouper un petit peu vos passions. Et c'est aussi par le biais de ces associations étudiantes où vous allez pouvoir tisser tout un réseau social qui va vous suivre durant vos études. Christine, je ne sais pas s'il y a des choses que tu voudrais ajouter sur ces points. Je sais que tu as des enfants qui sont partis à l'étranger, donc peut-être en retour d'expérience, tu peux... Tout à fait. Effectivement, moi, j'ai une de mes filles qui a fait donc un bachelor en France et qui a fait un master à Oxford l'année dernière. Donc, effectivement, on était en période un peu Covid, mais avec quand même du présentiel. Et je voudrais quand même alerter sur, effectivement, ce changement de dimension, de regroupement des étudiants entre eux, et surtout des relations qu'il y a avec toute l'approche pédagogique qui est complètement différente de ce qu'on peut vivre en France. Et aussi sur le côté de l'emploi du temps, où l'étudiant doit, je dirais, très bien s'organiser et avoir beaucoup de travail personnel, mais avec un réel accompagnement de tout le staff pédagogique ou pas. La notion de tuteur est effectivement très présente. Et c'est très rassurant pour un jeune qui va arriver sur un campus qu'il ne connaît pas. Donc, il y a vraiment un accompagnement humain, très personnalisé, et on est vraiment dans une approche, effectivement, comme tu le disais Alice tout à l'heure, pédagogique, autre de ce qu'il peut y avoir en France, que ce soit, je dirais, dans une école de commerce ou en université ou autre. On est vraiment dans du partage et un enseignement qui va être beaucoup plus participatif, et qui, en fait, va nécessiter plus une préparation en amont
et un échange et un partage lors des cours et pas sur des cours magistraux comme on a beaucoup l'habitude d'avoir, je trouve malheureusement en France, où c'est une façon de réfléchir qui est complètement différente. Donc effectivement, pour ceux et celles qui souhaitent partir tout de suite après le bac, je tiens à alerter qu'effectivement, ça peut être assez perturbant au premier abord. Mais les jeunes qui ont des soucis en France avec cette façon d'enseigner où c'est le professeur et les étudiants ou les élèves de l'autre côté vont sûrement y trouver beaucoup plus leur compte dans ce système-là de toutes les façons. Et on en ressort vraiment très grandi et moi, je recommande vivement, quel que soit, je dirais, le moment où le jeune souhaite partir, c'est une très, très belle expérience. Moi, pour ma part, je suis partie à l'époque 2 années en Allemagne. Et effectivement, durant ces 2 années, j'ai réussi à avoir une très belle expérience, même si je dirais qu'il y a des moments, il y a des hauts et des bas, mais on s'enrichit et on garde. Moi, après 25 ans, je suis toujours en relation avec, comme tu le disais dans ton introduction tout à l'heure, Alice, avec les personnes avec lesquelles j'ai étudié. Donc, qui sont maintenant aux 4 coins du monde. Et effectivement, on continue d'échanger amicalement, mais aussi professionnellement parlant. Donc, c'est vraiment quelque chose où je n'ai pas l'impression qu'on retrouve forcément ça vraiment en France. Moi, pour avoir fait après 2 ans en France, où là, pour le coup, j'ai gardé personne, par exemple. Donc, Oui, je pense que c'est vraiment propre aux universités. Alors là, on parle spécifiquement du système anglophone, mais ça vaut effectivement pour différents systèmes. Je pense que pour toutes ces universités qui ont l'habitude finalement d'accueillir des étudiants internationaux et une bonne partie d'étudiants internationaux, je pense que c'est vraiment toute une conception qui est totalement différente tant du réseau que de l'accompagnement, et qui va vraiment faire une véritable transition sur le système français. Je vais rebondir rapidement, Christine, sur ce que tu as dit. C'est vrai que partir à l'étranger, là pour l'instant, j'ai parlé notamment des étudiants qui voudraient partir après le bac, donc à 18-19 ans, mais on peut partir à l'étranger finalement à différents moments. Ouais. De son projet d'études. Donc là, effectivement, je vais faire une petite parenthèse rapide sur la question des diplômes et de quel diplôme on peut valider à l'étranger, parce que finalement, on peut partir au niveau bachelor comme on peut partir après également. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif, on va dire un petit comparatif des différents diplômes qu'on peut trouver selon les grandes régions à l'étranger. Donc, j'ai notamment ciblé sur les systèmes plus anglophones. Vous pouvez mettre en même temps que Royaume-Uni et Irlande, on va dire toutes les destinations européennes, puisqu'en Europe, on a tous construit nos diplômes de la même façon avec le système LMD, donc licence 3 ans, master 2 ans et puis doctorat. Donc, on a une construction de cursus qui est similaire. Mais pour grossir un petit peu les choses, on va dire que vous avez un petit peu toujours les mêmes diplômes qui sont proposés à l'étranger comme en France. Le premier diplôme universitaire, c'est bien évidemment le bachelor's degree, donc c'est l'équivalent de la licence, qui va se faire en 4 ans en Amérique du Nord et plutôt en 3 ans en Europe, y compris Royaume-Uni et Irlande, et également pour tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande. Au-dessus du bachelor, vous avez bien évidemment le master, comme chez nous. Alors, le master, il va varier en durée en fonction d'où vous allez étudier. Si vous allez effectivement en Amérique du Nord, comme chez nous, généralement, c'est 2 ans. On va dire entre 1 an et demi et 2 ans, ça dépend des universités. Au Royaume-Uni et en Irlande, c'est un petit peu la particularité, le master se fait en 1 année. Alors, c'est 12 mois non-stop, c'est intensif, mais par contre, c'est l'équivalent d'un master 1 et d'un master 2. Tu disais, Christine, que ta fille est partie faire un master à Oxford, donc j'imagine qu'effectivement, elle aussi, elle a fait en 12 mois non-stop. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, elle a rendu en fait son mémoire le 23 septembre. Donc, elle a commencé 1er septembre de l'année dernière et elle vient de rendre son mémoire. Donc, effectivement, c'est 12 mois pleins. C'est 12 mois pleins, mais par contre, c'est l'équivalent effectivement du Master 1, Master 2 français. On finit effectivement avec un Master's Degree, donc vraiment la même qualification qu'on aurait en France. Australie, Nouvelle-Zélande, c'est finalement un petit peu comme États-Unis, Canada, ça va se faire en 1 an ou en 2 ans, ça dépend des universités, ça dépend des programmes qu'on vise. Et j'ai aussi noté quelques diplômes, alors, que j'appellerais peut-être des diplômes un petit peu plus intermédiaires à côté. Donc, vous avez l'Associate Degree et le HND, donc le Higher National Diploma pour
Amérique du Nord et puis Royaume-Uni, Irlande. Ça, c'est des formations qui seraient plutôt techniques pour le coup. Là où le bachelor va être plus académique, là, on est plutôt sur du technique. Ce serait un petit peu l'équivalent des BTS DUT en France. Et tout comme en France, après un BTS et un DUT, on peut revenir sur la licence et aller valider la dernière année, bah là, le principe est exactement le même. Si vous faites un associate degree aux États-Unis, vous pouvez ensuite transférer en université pour les 2 dernières années pour valider finalement la qualification de bachelor, donc de licence. Et vous pouvez faire la même chose au Royaume-Uni en une année, aller récupérer la dernière année d'un bachelor's degree et valider la qualification. J'y reviendrai en fin de présentation, mais sachez que vous avez des passerelles avec la France en fonction des diplômes. Alors, pas forcément sur les associate degree et les HND, mais par contre, sachez que si vous faites un bachelor aux États-Unis et que vous voulez revenir en France pour le master, c'est possible. Si vous faites un bachelor en France et que vous voulez intégrer un master au Royaume-Uni, c'est possible. Vous avez des équivalences de diplômes entre pays. Et donc, vous pouvez assez facilement commencer un premier cycle dans un pays, le terminer dans un autre. Les universités, effectivement, sont en mesure de reconnaître vos qualifications, finalement, peu importe où vous avez commencé, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors ça, c'est ma petite page. Je ne vais pas en avoir pour très longtemps, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu l'accompagnement qu'on peut vous présenter, qu'on peut vous proposer chez Study Experience. Donc en fait, Study Experience, c'est une agence d'accompagnement sur les études à l'étranger. Et notre rôle, c'est de vous accompagner de A à Z sur tout votre projet d'études à l'étranger. Donc à la fois pour choisir les universités et les programmes qui vont vous intéresser en fonction des destinations qui pourraient vous convenir. Vous aider également à monter vos dossiers d'admission. Donc une fois que vous savez dans quelles universités vous voulez postuler, on va être présent avec vous pour monter les dossiers, rédiger les lettres de motivation, obtenir des lettres de recommandation, vous renseigner sur les tests à passer, et puis vraiment la partie purement administrative sur la gestion des portails étudiants, par exemple UCAS pour le Royaume-Uni, CAO pour l'Irlande et j'en passe. On va être là aussi pour optimiser vos dossiers de candidature. Et puis une fois effectivement que vos dossiers ont été envoyés, on fait avec vous tout le suivi de l'admission jusqu'à ce que vous ayez une offre. Puis après, on vous accompagne effectivement sur la préparation au départ. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous ayez un conseiller qui vous prend sous son aile et qui vous accompagne de A à Z jusqu'à la réalisation de votre projet. Et je peux, je dirais, pour compléter ce qu'Alice vient de dire, puisque ma deuxième fille a fait appel au service de Study Experience l'année dernière, l'accompagnement va également sur vraiment le niveau linguistique, si jamais pour les niveaux de langue, il y a des compléments à faire. Dans les équipes de Study Experience, vous avez aussi la capacité de pouvoir trouver des personnes avec des accompagnements sur mesure pour justement performer les jeunes et faire en sorte que le niveau dans l'année linguistique soit atteint et puisse, je dirais, donner satisfaction si jamais il y a besoin de valider des tests linguistiques qui sont des fois demandés effectivement pour l'entrée dans les universités à l'étranger. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. Sur ma partie, donc effectivement, au niveau de l'orientation scolaire, sachez que bon, nous, au niveau du réseau Ton Avenir, en fait, on peut intervenir à plusieurs moments de la vie d'un jeune, que ce soit dès la 3e jusqu'en Master 2, voire même pour des jeunes actifs qui seraient éventuellement en réorientation. C'est de l'orientation qui est vraiment personnalisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de découvrir la personnalité du jeune et vraiment d'apprendre à le connaître avec ce qu'il est vraiment, tout ce qu'il a au fond de lui, ses motivations. On va prendre bien entendu en compte son niveau scolaire parce que c'est toujours important de pouvoir l'accompagner dans une vraie réalité et lui permettre d'accéder à des formations qui correspondent non seulement à ses attentes, mais à ses capacités aussi d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi important. On ne va pas lui vendre la lune, hein, ça, ce n'est pas du tout possible. Et puis, lui permettre de faire le bon choix de formation, que ça soit aussi bien en France comme à l'étranger. Donc, effectivement, sur la partie étranger, on s'adosse à Study Experience qui fait partie intégrante, je dirais, sur ce concept-là avec Ton Avenir pour un accompagnement sur mesure, comme le disait Alice tout à l'heure, sur la partie des études à l'étranger. Et ça, aussi bien en post-bac qu'en, je dirais, aujourd'hui, tout de suite, ou en master, ou à différents niveaux de formation. J'attirerai un point très particulier que l'on vit depuis l'année dernière,
avec la nouvelle mouture du bac qui est sortie donc pour ceux qui l'ont passé en juin 2021. C'est le choix des spécialités qui va être fait dès la seconde, où là, nous, notre rôle d'accompagnement et d'orientation va jouer un rôle assez majeur pour faire le bon choix en fonction des éventuelles formations que voudrait faire le jeune. Surtout en relation avec les études à l'étranger, pour l'avoir vécu personnellement, on a la possibilité aujourd'hui de ne plus, je dirais, suivre de matières mathématiques dès donc la première, si le jeune fait ce choix-là. Ça peut être, je dirais, une fermeture de porte assez brutale quand on ne fait plus du tout, par exemple, de mathématiques, y compris pour des formations business, psycho ou autres. Parce que dans les pays anglo-saxons, je dirais la matière mathématique est vraiment quelque chose d'incontournable. Donc, j'invite vivement ceux ou celles qui ont la possibilité de choisir en première au moins la spécialité maths et voir si c'est trop douloureux de la repasser en maths complémentaire en terminale, de conserver cette matière. Ça permet quand même de vous garder énormément de possibilités, étrangers comme France, puisque pour bon nombre de concours, on va quand même demander des mathématiques. Donc, essayez, je dirais, de voir si vos enfants ont cette volonté-là et prennent un peu, je dirais pas forcément en grippe cette matière et essayent de trouver les alternatives par rapport à ça. Bien entendu, l'importance des langues, comme le disait Alice tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas une langue qu'on va vous demander, mais c'est 2 voire 3 maîtrisées. Effectivement, aujourd'hui, à l'étranger, pour le voir et l'avoir vécu personnellement, l'apprentissage se fait avec des natifs, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en France. Et effectivement, si vous avez la possibilité d'envoyer vos enfants, je dirais, en séjour linguistique ou de faire des compléments d'apprentissage linguistique avec des natifs, ça permettra aux jeunes d'avoir non seulement une connaissance linguistique, mais aussi une connaissance culturelle. Et ça, c'est aussi très important dans la construction d'un jeune. Et moi, je le préconise vraiment depuis, je dirais, même la fin du primaire, début collège, que l'accentuation vraiment de l'apprentissage des langues, la découverte de voir à quoi sert une langue et pourquoi on doit la maîtriser sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'orientation scolaire, personnaliser ce qu'on va mettre à disposition, ce sur quoi on va vraiment insister pour avoir un accompagnement des plus pointus et surtout faire découvrir à chacun sa pépite, puisque chaque jeune a sa pépite à lui, et faire en sorte que la formation qu'il va choisir lui permette d'accéder à son ou ses choix de métier pour la suite, ce qui est aujourd'hui très important et qu'on peut toujours rebondir de toutes les façons, que ce soit en France, que ce soit à l'international. Il y a vraiment pléthore de choix, le tout est de se pencher sur la question et de se faire confiance surtout. Donc, l'accompagnement, ton avenir, il peut se faire à plusieurs niveaux en fonction des besoins du jeune. Donc, en fait, pour vous expliquer un petit peu, on fait d'abord un premier entretien de personnalisation qui dure environ 1h30, 2 heures pour arriver à découvrir. Donc, on fait du conseil, bien entendu, en orientation et en réorientation, parce que des fois, on peut effectivement récupérer des jeunes qui se sont trompés de chemin. Là aussi, ce n'est pas du tout un problème. On est en capacité de pouvoir les accompagner et de leur retrouver le bon chemin en fonction de leurs attentes et de leur capacité d'apprentissage. Donc, c'est le choix, bien entendu, aux formations post-bac. En France, à l'étranger, bien entendu, avec Study Experience. Ça peut être également les préparations aux oraux et aux écrits des concours des écoles de commerce et ingénieurs, qui, elles aussi, en France, juste pour vous expliquer aussi, vous avez dans tous les cursus aujourd'hui des parcours à l'international qui sont plus ou moins longs et en fonction des cursus que les jeunes vont choisir. Tout le monde aujourd'hui propose, même en BTS, en IUT, des parcours à l'international parce qu'on se rend compte que la richesse, elle est quand même très importante et on rebondit avec ce qu'Alice disait tout à l'heure sur la constitution d'un réseau, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de la culture et bien entendu de pouvoir se performer et avoir le métier que l'on souhaite in fine.
On prépare également à l'épreuve du grand oral pour ceux qui sont en terminale, aux inscriptions Parcoursup, où là, effectivement, sur la capacité à pouvoir avoir une année de césure, c'est aussi possible. Effectivement, les études à l'étranger ne seront pas sur Parcoursup, mais par exemple, quelqu'un qui aurait fait un bachelor, par exemple, à l'étranger et veut repartir en première année d'un cursus français, devra repasser par Parcoursup. Par contre, s'il a fait un bachelor à l'étranger et veut réintégrer une école d'ingénieur de commerce ou autre, là, on fera l'accompagnement école par école pour voir quelles sont les modalités de suivi. Et pour finir, on fait aussi l'optimisation des méthodes de travail pour celles et ceux qui auraient quelques difficultés à s'organiser. C'est aussi important et ça permet justement de voir un petit peu comment on travaille, si on fait les bonnes choses et peut-être des fois même se rendre compte que le système français n'est pas forcément en adéquation et on peut permettre peut-être aussi des départs plus faciles à l'international parce que la motivation du jeune et sa façon de travailler ne correspondent peut-être pas forcément à ce qui va être demandé en France. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter par rapport à tout ça. Merci Christine. Alors là, je vais aborder une autre thématique et en fait qui va rebondir un petit peu sur ce que Christine a dit tout à l'heure. Elle a dit effectivement que chaque étudiant a sa propre pépite et que finalement on n'a pas nécessairement tous le même profil. Et c'est vrai qu'à l'étranger, vous allez trouver des études pour différents profils. Et je pense que c'est l'un des points forts des universités étrangères et des différents systèmes éducatifs qu'on peut trouver à l'international, c'est qu'en fonction de votre profil, vous allez toujours finalement trouver une option qui va vous convenir. Donc là, l'objectif, ça va être de voir dans les grandes lignes, bien évidemment, un petit peu quelles études conviendraient à quel profil en fonction d'où vous en êtes finalement dans votre orientation scolaire et dans la réflexion de votre projet. Alors, je vais commencer par le premier profil, qui est probablement l'un des plus courants, le profil finalement tout m'intéresse. J'ai encore discuté hier avec des étudiants où au téléphone, ils ont commencé leur discussion en me disant voilà, moi je serais intéressée par du commerce. Mais c'est vrai que je fais aussi la spécialité histoire géopolitique et ça m'intéresse aussi. Et puis, j'aime bien aussi la communication. Et puis, j'aime bien aussi la psychologie. Et puis, finalement, c'est des étudiants qui sont assez intéressants parce que c'est des étudiants qui sont curieux de tout. Et justement, ce profil d'étudiants, ils vont chercher des études qui ne leur ferment pas de porte, finalement. Ils vont vouloir effectivement des cursus qui leur permettent d'étudier un petit peu toutes les thématiques. C'est ce qu'on appellerait finalement en France des études interdisciplinaires. Le nom qu'on va souvent retrouver à l'international, c'est ce qu'on appelle les liberal arts. Donc les liberal arts, si on devait le traduire littéralement, ça ferait les arts libéraux. C'est très courant à l'international. Si on doit revenir un peu à l'origine de ce type de cursus, il faudrait remonter à la Grèce antique. En fait, c'était l'étude des différents domaines qui permettaient aux Grecs de devenir citoyens. Donc vous aviez la littérature, vous aviez la science, la théologie, la philosophie, les mathématiques et j'en passe. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, mais on reste effectivement dans cette optique d'étudier différents domaines pour finalement développer des compétences qui vont être très transversales et pour former des étudiants à la tête bien haute. L'objectif, c'est effectivement de créer finalement des étudiants qui sont complets, qui ont des connaissances sur pas mal de sujets et qui vont pouvoir s'adapter finalement au monde de demain et qui derrière vont pouvoir évoluer dans différents domaines sans forcément se fermer de porte. Alors les études interdisciplinaires, elles vont prendre différentes formes en fonction d'où vous allez étudier. Si vous allez en Amérique du Nord, vous pouvez trouver des établissements qui sont vraiment spécialisés là-dessus, c'est ce qu'on appelle les liberal arts colleges, où finalement l'objectif c'est d'étudier un domaine d'études dans le spectre des liberal arts. Donc vous pouvez très bien étudier du business, de la communication ou même de la psychologie, mais en étudiant en même temps à côté d'autres domaines d'études qui pourraient vous intéresser. Vous avez une flexibilité qui est absolument totale sur le choix de vos modules. Vous n'avez pas besoin de vous spécialiser dès le début. C'est d'ailleurs le propre des systèmes éducatifs nord-américains, c'est que généralement, vous commencez très général sur les premières années d'études et vous spécialisez finalement vraiment en fin de cursus, donc 3e ou 4e année, par exemple, aux États-Unis. Donc, pour les étudiants qui sont un petit peu curieux de tout, ce type de cursus va être très intéressant parce que ça ne les ferme pas du tout. Vous pouvez aussi trouver d'autres types d'études interdisciplinaires en Europe, notamment
vous pouvez trouver des universités qui vont vous proposer de mixer différents domaines qui, de prime abord, n'auraient pas forcément de lien ensemble. Vous pouvez trouver des universités qui vont vous proposer de faire un bachelor où vous mélangez, par exemple, le cinéma et le commerce, ou la psychologie et la communication, ou la biologie et le commerce également, si vous le souhaitez. Vous pouvez finalement combiner différents domaines d'études qui vous intéressent en fonction de votre profil, de ce qui vous intéresse, pour au final faire un cursus qui vous ressemble. Donc ça, c'est pour le premier profil, et les études interdisciplinaires, on va pouvoir les trouver un petit peu partout à l'étranger. Le deuxième profil qui pourrait exister, c'est le profil qui, à l'inverse, sait exactement ce qu'il veut. Alors, ça existe aussi, des étudiants qui sont absolument billes en tête sur un domaine d'études, et parfois sur des domaines qui sont excessivement spécialisés. Donc, pour le coup, ça va être des étudiants pour qui les systèmes éducatifs assez généraux, ou qui vont proposer effectivement des études interdisciplinaires, ça va pas vraiment coller. Mais par contre, vous pouvez trouver des destinations qui vont vous proposer des cursus hyper spécialisés. Donc là, pour le coup, j'aurais plutôt tendance à partir sur le Royaume-Uni ou sur l'Europe, où on va pouvoir trouver des universités non seulement qui vont proposer des cursus vraiment dans un domaine bien spécifique, mais qui vont aussi pouvoir proposer un enseignement assez pratique, notamment avec des stages intégrés, où pour ces étudiants qui sont vraiment bien en tête et passionnés par un domaine et un seul domaine, l'idée de pouvoir allier à la fois théorie et pratique va être très intéressant. Je vous ai cité là sur le slide quelques exemples de programmes très très spécifiques qu'on peut trouver. Donc là, j'ai mis des universités britanniques. Vous avez Your Design à Solent University, donc du côté de Southampton. Vous avez Animal Therapy and Rehabilitation, Oxford Brookes, Electronic Engineering and Artificial Intelligence à l'université de Southampton. Toutes ces formules-là, toutes ces formations-là sont très très spécialisées, et c'est vrai que si vous êtes un étudiant qui depuis des années est absolument passionné par tel ou tel domaine, vous pouvez aussi trouver des formations qui vont remplir à 100% le domaine d'études que vous voulez étudier, et qui vont pouvoir finalement combler vos attentes. Autre option, les étudiants qui savent qu'ils veulent faire des études à l'étranger, mais qui actuellement n'auraient pas nécessairement le dossier requis pour accéder aux études qu'ils visent. Alors, Christine en a parlé tout à l'heure, et c'était intéressant, le fait par exemple de ne pas lâcher les maths ou les langues pendant l'année de première et de terminale, parce que ça peut vous fermer des portes. C'est très vrai. Par exemple, si vous prenez les études de commerce, si vous voulez faire du commerce, les universités étrangères vont s'attendre à ce que vous ayez suivi des maths dès la première. Alors, soit la spécialité mathématiques en première, puis maths complémentaires, ou l'aspect maths sur les 2 années. Et on voit régulièrement des étudiants qui sont intéressés par, reprenons par exemple les études de commerce, mais qui malheureusement n'ont pas fait de maths. Dans ce cas de figure, l'admission peut être compliquée. Ça peut être compliqué, mais pour le coup, il y a des solutions qui existent, et c'est ce qu'on appelle l'année de préparation, ou dans le système anglophone, la foundation year. C'est une année qui se fait directement en université, donc vous n'avez pas besoin de rester en France pour la faire, vous pouvez partir directement à l'étranger. Et l'objectif, c'est de faire une année de préparation à la fois académique et linguistique sur un campus avant d'aller intégrer un bachelor. Donc, préparation académique, ça va vous permettre effectivement soit de reprendre des modules que vous n'auriez pas forcément suivis pendant votre lycée et qui vous manquent pour aller intégrer tel ou tel cursus, donc par exemple les mathématiques, mais ça peut être aussi de la bio ou autre chose. Ça peut aussi tout simplement vous permettre de remonter votre dossier académique. Imaginons vous visez une université qui demande un dossier un peu plus conséquent que les notes que vous présentez actuellement. Vous pouvez opter pour une foundation pour essayer de rendre votre dossier plus compétitif finalement, puis représenter l'université de votre choix. Ça vous propose aussi une préparation linguistique. Si vous avez un niveau d'anglais qui est intermédiaire et que les universités que vous visez vous demandent un niveau d'anglais supérieur, passer par une foundation year, c'est aussi un bon moyen pour bien vous remettre à niveau en anglais avant d'entamer véritablement votre bachelor ou votre master, parce que vous avez la foundation year qui peut se faire post-bac, mais vous avez aussi des pré-masters qui peuvent exister pour les étudiants qui seraient intéressés par des masters. Ça peut être aussi une année pour peaufiner un petit peu votre projet. C'est vrai que si vous faites une foundation year à l'étranger, je vais reprendre l'exemple du commerce. Le commerce, c'est un domaine qui est finalement très très large. Dans le commerce, vous pouvez faire du management, du marketing, de la finance, de la compta, vous pouvez faire plein de choses. C'est pas forcément simple pour un étudiant de savoir exactement dans quelle spécialité il va vouloir se lancer. Si vous faites une foundation year, vous pouvez très bien intégrer une université, faire votre année de préparation en commerce de manière générale, et ça vous laisse finalement une année pour savoir dans quelle branche spécifiquement vous allez vouloir vous insérer, et la foundation va vous permettre derrière d'intégrer soit un bachelor de management, soit un bachelor de marketing, soit un bachelor de compta. Ça vous laisse du temps pour réfléchir. De manière générale, la foundation, en fait, c'est un excellent tremplin pour intégrer des universités et des formations à l'étranger.
Le dernier type de profil qu'on peut avoir, c'est l'étudiant qui, pour le coup, a vraiment besoin de temps avant de se lancer dans ses études. Donc ça, ce serait l'étudiant qui ne sait pas du tout quel domaine d'études faire à l'étranger. Il sait qu'il veut partir à l'étranger, mais il est vraiment incapable de définir le domaine qui l'intéresse. Les études interdisciplinaires, ça ne le tente pas forcément. On peut effectivement considérer dans ces cas-là une année de césure. Donc là, pour le coup, c'est pas une année académique à proprement parler, c'est vraiment une année d'expérience internationale et de découverte. On peut la faire sur un campus universitaire, ça peut prendre différentes formes. Si vous la faites sur un campus universitaire, généralement, vous allez faire un mix de cours d'anglais et de cours académiques. Vous pouvez piocher des cours académiques dans différents domaines pour tester un petit peu des matières et voir concrètement ce qui vous plaît. Vous avez aussi des années de césure que vous pouvez faire avec des stages, des cours d'anglais et des stages à l'étranger. Ça dépend un petit peu de la forme que vous voulez. De manière générale, c'est vraiment une année pour vous permettre de faire le point, de prendre le temps de réfléchir à votre orientation, de vous confronter déjà aussi à l'international, simplement partir dans un pays, découvrir la culture, découvrir le mode de vie, déjà vous rendre compte si vivre à l'international, c'est quelque chose qui vous plaît. Et si effectivement, après cette année-là, et après avoir eu le temps effectivement de prendre du temps pour vous et de réfléchir, vous savez que vous voulez continuer à l'étranger, l'année de césure peut effectivement être un tremplin vers les universités, puisque c'est une année où vous aurez peaufiné votre projet, travaillé la langue, maîtrisé la langue, et donc ça va vous permettre effectivement de beaucoup plus facilement intégrer des universités à l'étranger. Christine, je ne sais pas s'il y a des points sur lesquels tu veux rebondir là-dessus ou si tu as des compléments d'informations que tu souhaites Non, je dirais pour rebondir effectivement sur le choix des matières et autres qu'on n'a pas forcément du tout l'habitude d'avoir en France, même sur des fois des expériences beaucoup plus courtes qu'on peut voir sur des 5-6 semaines en Australie, pour l'avoir vécu aussi avec une de mes filles, le fait de devoir choisir des matières à la carte, c'est vrai qu'on peut se constituer quelque chose, et même si on a une idée très précise d'un domaine, de vraiment se performer dans ce domaine-là avec, comme tu le disais en tout début de présentation, des universités qui ont, je dirais aujourd'hui, tous les matériaux et tout est mis à disposition pour se performer. C'est vrai que c'est une expérience complètement autre de ce qu'on a en France. Donc c'est vrai qu'on se fait des fois une idée, mais peut-être qu'effectivement une année de césure ou une foundation year peuvent être des moyens pour prendre un peu le temps et donner une maturation vraiment au projet. Et surtout, je pense, sur le côté linguistique, où malheureusement, on a quand même des fois des jeunes qui peuvent avoir un bon niveau d'anglais en France, mais quand on se confronte à l'international, c'est quand même un niveau qui peut être autre et prendre un peu des fois le temps d'une année, je dirais, de transition entre le modèle français, à quel que soit le moment, et le fait d'intégrer une université. Peut-être, faut surtout pas le prendre comme quelque chose de négatif, bien au contraire. Je pense que c'est une preuve de sagesse et de mûrissement de projets qui seront de toutes les façons bénéfiques. Est-ce qu'on ressort de toutes les façons déjà avec cet apprentissage, et puis la culture, et puis la confrontation aux autres internationaux également, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est négatif du tout. C'est une question qu'on me pose assez souvent. J'ai des étudiants qui seraient intéressés pour faire effectivement une année de césure et qui me posent toujours la question, mais quand je vais vouloir m'inscrire ensuite à l'université, comment ça va être perçu? Pour avoir accompagné beaucoup d'étudiants qui ont fait une année de césure et qui ensuite postulent dans les universités, j'ai jamais vu une université refuser un étudiant parce qu'il a fait une année de césure. Bien au contraire, ça n'a jamais été mal perçu par les universités. L'année de césure, c'est pas quelque chose qui est énormément développé en France, mais par contre, c'est très développé dans d'autres pays, que ce soit européens ou même en dehors. C'est pour certains systèmes éducatifs et universitaires, c'est très courant de faire une année de césure, soit effectivement à la fin du lycée ou même à la fin de la licence avant d'aller prendre un master. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un mode de fonctionnement où on fait tout très très vite, où on veut faire ses études très vite, on veut travailler très vite, alors que de temps en temps, prendre le temps effectivement de se poser, de faire le point, de se mettre à jour finalement pour maximiser les chances de réussite de son projet, c'est quelque chose qui va être très important. Donc voilà, ne pas percevoir l'année de césure comme une année off du tout. C'est toujours une année qui sera à la fois bénéfique pour vous et qui sera une plus-value pour les universités. Gardez aussi en tête que les universités
notamment les universités internationales, quand elles étudient un dossier d'admission, elles font un petit peu un pari sur les étudiants qu'elles vont prendre et se posent toujours la question, est-ce que c'est un étudiant qui va bien s'adapter? Est-ce que c'est un étudiant qui va réussir? Voilà, ils veulent prendre des étudiants qui sont les plus en accord avec leur programme et avec leurs valeurs. Un étudiant qui a déjà une expérience internationale avec une année de césure, ils savent que c'est un étudiant qui concrètement sait ce que c'est que de vivre à l'international, qui sait vivre dans une autre culture, qui sait s'adapter, qui est mature. Donc pour eux, c'est tout bénéfique. Donc j'ai même envie de dire que parfois l'année de césure peut être un plus pour aller. C'est une vraie dégustation positive, on va dire. Exactement. Alors, on a parlé beaucoup effectivement des études à l'international. Vient effectivement souvent la question, une fois qu'on a terminé ces études à l'international, par exemple, du retour en France. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je le répète, les diplômes internationaux sont reconnus en France. Si vous validez un bachelor dans une université britannique, vous pouvez tout à fait intégrer un master en France, ça ne pose pas de souci. De même, si vous avez fait un master à l'international, vous pouvez aller intégrer un doctorat, si tel est votre souhait. En France, vous avez une reconnaissance des diplômes. Alors, en Europe, c'est automatique avec les accords de Bologne, puisqu'on a tous construit nos diplômes de la même façon, mais même en dehors de l'Europe, si vous allez étudier au Canada, si vous allez étudier aux États-Unis, vous avez des accords tacites finalement qui reconnaissent les diplômes entre eux, et vous pouvez même passer par des organismes accrédités qui vont faire la comparaison de diplômes entre le pays dans lequel vous avez étudié et la France, et qui vont vous éditer des attestations de comparabilité. Donc, le retour en France ne posera pas de problème d'un point de vue reconnaissance. J'ai même envie de dire, ça peut être facilitateur. Exactement. Ça peut être un bonus pour revenir sur le cursus français. Alors, je pense que Christine, tu pourras en parler peut-être mieux que moi parce que tu es plus experte là-dessus, mais je pense notamment à l'accès aux grandes écoles avec les admissions parallèles où, effectivement, alors je te laisse peut-être tout simplement entamer là-dessus et puis je parlerai un petit peu derrière des autres. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, au niveau des grandes écoles, il y a des jeunes qui vont faire le choix de commencer en définitive à l'envers et de commencer à l'étranger et d'intégrer une grande école en France. Donc, ça peut éviter pour certains qui n'ont pas forcément envie de faire des préparations des 2 ans en France pour passer les concours, etc., mais qui sont prêts à partir à l'international et trouver l'université qui, elle, va permettre les 2 années après en France. Donc, on en voit de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est un peu surprenant dans l'autre sens, mais on est face à des jeunes qui ont une maturité complètement autre et un apprentissage qui va être différent. Donc, ça, c'est possible. Et effectivement, comme le disait Alice, ceux qui auraient fait, je dirais aujourd'hui, un bachelor à l'étranger et souhaitent réintégrer une grande école, ça se fait sur admission parallèle sans aucun problème, avec, je dirais, des dossiers qui sont complètement autres de ceux qui auront suivi, je dirais, le parcours classique français, sans dénigrer, bien entendu, ce parcours-là, mais avec une vision, je dirais, beaucoup plus internationale et une envie, je dirais, et un appétit d'apprentissage autre aussi, parce que ils auront forcément acquis une autre façon de travailler et une ouverture d'esprit qui va être complètement différente. Donc ça, c'est tout à fait possible et ça s'étudie au cas par cas, donc il n'y a pas de généralité, mais je dirais que faut savoir que ce que disait Alice tout à l'heure, on ouvre la porte, je dirais, encore plus grande à ceux qui sont partis à l'étranger et qui reviennent en France, parce que la France est friande aussi de pouvoir, je dirais, avoir ces retours d'expérience, ce partage, puisque, comme on le disait tout à l'heure, l'enseignement étant complètement différent, la notion de partage et d'échange va être, je dirais, beaucoup plus forte que ce les Français qui seraient restés en France vont pouvoir avoir avec les autres étudiants. Donc ça, c'est vraiment très important et il n'y a aucun problème de commencer à l'étranger pour revenir en France sans aucun souci. De toutes les façons. Donc ça, faut avoir aucune crainte. La seule chose, c'est d'être prêt aussi bien d'un côté que de l'autre à faire ce nouveau pas et quand on est allé à l'étranger, de réaccepter effectivement l'apprentissage comme il est fait en France. Parce qu'effectivement, des fois, ce n'est pas toujours évident quand on a connu autre chose et qui vous a vraiment, plu, de se remettre des fois dans le système français. Tout à fait. Voilà ce que je voulais partager. Et alors, autant effectivement, étudier à l'étranger, ça peut être effectivement un véritable plus
pourrait intégrer des universités en France ou des grandes écoles, mais ça vaut aussi, et j'en ai parlé tout à l'heure, sur le marché de l'emploi, parce que vous pouvez très bien faire un bachelor à l'étranger et puis revenir en France directement pour travailler, hein. Vous n'êtes pas obligé de réintégrer un master, voire commencer à travailler en France pendant quelques années pour ensuite reprendre des études. C'est quelque chose qu'en France on fait assez peu, alors que pourtant à l'étranger c'est quand même très développé. C'est pas rare à l'étranger, hein, de voir un étudiant qui a fait un bachelor, il va commencer à travailler pendant quelques années et puis ensuite il va faire un master pour se spécialiser parce que via le monde du travail il a découvert effectivement telle et telle branche qui l'intéresse vraiment. J'ai même envie de dire, parfois faire un master sous ces conditions fait plus de sens que d'enchaîner bachelor et master, mais sachez que effectivement si vous avez fait des études à l'étranger et que vous voulez revenir travailler en France, même sur le marché de l'emploi, et pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer précédemment, donc le profil d'étudiant effectivement qui a fait ses études à l'étranger, qui a la maturité, qui a l'autonomie, qui a la capacité d'adaptation, la maîtrise des langues, l'ouverture d'esprit de manière générale, c'est des compétences transversales qui vont être très recherchées par les employeurs aujourd'hui. C'est un petit peu des profils d'exception finalement, donc ça vous donne clairement une tête d'avance sur le marché de l'emploi français, voire sur le marché de l'emploi international de manière générale. Si vous êtes déjà inséré à l'international, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller travailler à l'international que si vous êtes resté uniquement en France. Je te laisse, Christine, terminer avec le retour en France et ce que ton avenir peut proposer. Oui, alors tout à fait. Donc effectivement, sur le retour en France, on va pouvoir anticiper pour avoir le choix, parce que c'est aussi important de s'organiser. Effectivement, il y a des dates qui sont éventuellement incontournables, qu'on revienne en école ou en université. Donc là, nous, on saura vous accompagner et vous permettre de faire le bon choix ou les bons choix, parce qu'on part toujours d'un principe qu'il n'y a pas qu'un seul choix, mais plusieurs à faire pour justement, in fine, pas se retrouver le bec dans l'eau. On va faire toujours du cas par cas, hein. On est vraiment l'accompagnement personnalisé et puis vous ouvrir éventuellement aussi le champ d'autres possibles parce que en fonction de la connaissance qu'on aura de vous, on pourra creuser et des fois, j'irai mettre en lumière des formations ou des filières qui sont méconnues par le jeune ou par les parents. Donc, ça fait partie de notre rôle. Nous aussi, on est là, on dialogue de façon, je dirais, quasi hebdomadaire avec des écoles qui viennent se présenter au réseau. Donc, on a vraiment des relations très privilégiées avec les écoles qui sont présentes en France pour pouvoir, je dirais, mettre en lumière tout ce qu'ils proposent. Donc, on est à même de pouvoir vous expliquer vraiment dans le détail de tous les cursus et les filières. Donc, pour ce choix d'école et pour préparer les admissions en fonction du parcours de chacun pour que ça soit le plus performant possible. Et surtout, la règle d'or, c'est l'anticipation. Aujourd'hui, effectivement, on ne s'y prend pas la veille pour le lendemain, mais ça, que ce soit pour l'étranger ou pour la France, c'est pareil. L'orientation et les choix doivent être faits de façon réfléchie, avec des plans A, des plans B, des plans C, pour effectivement pouvoir se dire je fais quoi, parce qu'on est tous, je dirais, vulnérables, on peut tous avoir un souci. Donc, on est vraiment là pour un accompagnement positif. Et des fois, de prendre le temps, que ce soit en France ou à l'international, c'est vraiment quelque chose qui est important. Une année dans une vie, ce n'est pas grand-chose, mais cette année-là, il faut l'utiliser avec des formations ou des expériences qui vous seront utiles et qui vont vous faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, on doit se faire plaisir, que ce soit dans les formations et dans notre travail. Vraiment, la règle numéro 1, c'est se lever le matin avec le sourire et vraiment de prendre à bras le corps ce qu'on a envie de faire chaque jour. Donc voilà, donc faut pas hésiter et l'anticipation, on évolue. Donc des fois, les parents me disent c'est peut-être trop tôt. Il n'est jamais trop tôt parce que un jeune qui a peut-être une idée ou pas du tout, on peut justement lui ouvrir, je dirais, les horizons et l'inciter à aussi être curieux, de faire aussi ses propres expériences, ses propres découvertes. Et nous, on l'accompagnera bien entendu sur ces questionnements pour faire les meilleurs choix. Impeccable. Merci Christine. Je pense que c'était une très bonne conclusion à cette présentation.
Alors, il va nous rester un tout petit peu de temps si jamais vous avez des questions spécifiques. Alors, je vois que dans la discussion, il y a eu pas mal de questions. Je pense que Marc a pu y répondre un petit peu tout au long de nos échanges. Je vais quand même ouvrir le fil des discussions. Si jamais, effectivement, vous avez des questions spécifiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pu répondre, n'hésitez pas à les poser et puis on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alors, je vois qu'il y a une question. Pouvez-vous évoquer l'aspect financier, notamment avec le Brexit? Alors, Marc est en train de répondre à l'écrit, mais je peux faire un petit topo rapide à l'oral. Pour l'aspect financier, donc le Brexit, effectivement, nous n'avons plus, en tant qu'Européens, accès aux frais de scolarité des Britanniques. Donc avant, on payait les mêmes frais de scolarité que les Britanniques, 9 250 livres par an. Aujourd'hui, on paye le tarif international. Cependant, attention à ce qu'on lit sur Internet. Pour certaines universités, on voit effectivement un bond de frais de scolarité qui est assez important. Pour la plupart des universités, la différence ne va pas être énorme non plus. Vous allez passer de 9 000 livres à peut-être 12 000, 13 000 livres. Ça reste une différence, mais on ne triple pas non plus les frais de scolarité partout. Sachez aussi que vous avez certaines universités, et là, elles sont en train de l'annoncer petit à petit, donc on est au tout début de l'année, donc ça va venir gentiment. Vous avez des universités à droite à gauche qui ont confirmé proposer des bourses ou des plans de financement pour permettre aux étudiants européens de garder les fameux frais de scolarité à 9 250 livres. Voilà, on a une université au Pays de Galles qui vient de nous le confirmer il y a 24 heures. Donc oui, il y aura un impact financier, mais il n'est peut-être pas aussi important que ce qu'on a pu lire effectivement dans les médias qui parfois se sont un petit peu emballés. Quelles sont les démarches à faire lorsque l'on est mineur pour pouvoir s'inscrire dans une université anglophone? Vous pouvez vous inscrire en tant qu'étudiant mineur, ça ne pose pas de souci. Même pour certaines destinations, si vous avez 17 ans, je pense par exemple au Canada, si vous avez 17 ans et que vous partez, vous êtes d'un point de vue immigration considéré comme majeur. Donc vous n'aurez pas vraiment de démarche particulière à faire. Pour d'autres destinations, on pourrait vous demander d'avoir ce qu'on appelle un gardien sur place. Donc par exemple, imaginons que vous voulez partir en Irlande, vous avez 17 ans. Si vous connaissez quelqu'un qui habite en Irlande et qui peut se porter garant pour vous jusqu'à ce que vous ayez la majorité, il faudra lui faire remplir quelques papiers et puis c'est tout. Si vous ne connaissez personne sur place, vous avez des agences qui sont spécialisées sur les gardiens et qui vont effectivement pouvoir en fait, se porter garant pour vous contre rémunération. Donc il y a toujours des solutions en ce sens-là, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait vous inscrire dans les universités. Il y a quelques rares universités qui n'acceptent pas nécessairement les étudiants de moins de 18 ans. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a, donc ça, il faut toujours vérifier, mais pour la plupart des universités, ça ne posera pas forcément de problème particulier. Alors, je vois qu'il y a eu d'autres questions. Est-ce que le pre-settled status permet de poursuivre ses études au Royaume-Uni au régime britannique? Oui, tout à fait. Si vous avez le pre-settled status, vous pouvez effectivement toujours avoir les frais, ce qu'on appelle les home fees, donc les frais à 9 250 livres. Donc, si vous avez ce statut-là, vous serez, il n'y aura pas vraiment de changement pour vous. Alors, l'accès aux études de santé à l'étranger, il y a une question qui a été posée. Ça, je pense qu'il faudrait faire un webinaire complet sur les études de santé pour le coup, parce que c'est un vaste, vaste sujet. De manière générale, gardez effectivement, là, je vois que vous parlez de dentaire et médecine, gardez en tête que c'est des études qui sont excessivement sélectives. J'ai presque envie de dire plus sélectives qu'en France. En fonction des destinations, les étudiants internationaux ne sont pas nécessairement admis sur ce type de cursus. C'est le cas pour pas mal d'universités américaines, voire canadiennes. Bon, je ne vais pas pouvoir développer plus que ça, mais la question de l'accessibilité des études de santé à l'étranger, il y a peu de place, c'est très sélectif, ça demande de très bons dossiers, de passer des tests d'admission spécifiques. Je pense que si vous avez des questions à ce sujet, il faudrait nous contacter directement pour qu'on fasse un point directement avec vous. Êtes-vous sûr concernant les frais de scolarité au UK? J'ai vu pour UCL, LSE, les frais seraient de 25 000 pounds. Oui, pour certaines universités, il y a un bon. Warwick, on est passé de 9 250 livres à 27 000 livres quasiment. UCL, LSE, c'est les plus grandes. Les plus grandes universités, effectivement, vous allez avoir des frais de scolarité qui ont explosé parce qu'elles ont toujours eu des frais de scolarité pour les internationaux qui sont importants. Après, prenez d'autres universités. Prenez l'université de Middlesex à Londres, on est à 14 000 livres. Prenez l'université de London South Bank, on est à peu près à 14 000 livres aussi. Donc après, tout dépend des universités que vous allez viser. Si vous voulez trouver des universités britanniques qui restent abordables, ça peut se trouver.
Quand faut-il s'y prendre pour les inscriptions? Je pense que Christine en a parlé juste avant. Je te laisse répondre à cette question si tu le souhaites. Pour l'étranger, de toutes les façons, c'est la bonne période puisque pour l'Angleterre, c'est début janvier que ça se termine, les autres pays aussi. Donc là, je dirais que c'est le bon timing, il ne faut pas traîner malgré tout. Et puis, pour tout ce qui est la France, là, ça partira sur Parcoursup si vous voulez l'étranger. Je dirais avec des écoles françaises qui vont offrir des parcours à l'étranger. Donc ça sera en début d'année prochaine. Mais là, sur la partie étrangère, direct post-bac ou en master et autres, c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. C'est vraiment important de dialoguer tout de suite pour vraiment faire les bons choix et surtout bien se préparer. Parce qu'effectivement, on ne l'a peut-être pas encore vraiment évoqué, mais quand on a des niveaux linguistiques qui sont demandés, il faut, par exemple, sur l'IELTS ou des choses comme ça, de pouvoir avoir le bon niveau et faire en sorte d'être serein pour pouvoir postuler correctement à l'ensemble des formations possibles. Ouais. Je confirme, hein, notamment pour l'étranger. C'est vrai que postuler à l'étranger, on l'a dit tout à l'heure, ça ne s'improvise pas, donc ça demande du temps, ne serait-ce que pour rechercher les universités, les programmes, faire une sélection stratégique d'établissement. Monter les dossiers, ça prend du temps pour faire des dossiers qui sont de qualité, pour maximiser les chances d'admission. Ça ne s'improvise pas. Donc, s'y prendre maintenant pour la rentrée de septembre 2022, effectivement, c'est le bon timing. Même pour certaines destinations, on peut s'y prendre bien plus tôt, hein. Il y a des destinations qui peuvent demander jusqu'à 2 ans de préparation, notamment s'il y a des tests bien spécifiques à passer. Donc voilà, j'ai envie de dire le plus tôt est le mieux, mais si vous commencez maintenant pour la rentrée de septembre prochain, on est bon, il n'y a pas de souci. Quels sont les tests d'anglais à réaliser? Quelles sont les dates de passage? Alors, tests d'anglais, vous avez plusieurs tests d'anglais qui peuvent être acceptés à l'international, hein. Les deux plus connus, c'est probablement le TOEFL et l'IELTS. Vous avez aussi d'autres tests d'anglais qui peuvent être passés. Vous avez les examens de Cambridge, donc généralement le Advanced, qui va être requis par les universités. Vous avez de plus en plus d'universités depuis le Covid qui acceptent le Duolingo, qui est un test qui se passe en ligne. Donc ça, il faut regarder spécifiquement sur le site des universités quels tests sont requis. Mais si vous partez sur l'IELTS ou le TOEFL, généralement, vous ne pouvez pas vous tromper. Les dates de passage, pour le coup, ça va dépendre d'où vous postulez. Si ce sont des universités qui vous demandent d'avoir passé le test au moment où vous déposez votre dossier d'admission, mieux vaut passer ces tests-là courant octobre, novembre, décembre, puisque souvent les dates de dépôt d'admission sont plutôt courant janvier, février. Si c'est des universités qui vous demanderont ce test-là pour valider votre inscription à la fin de l'année, mais pas nécessairement pour prendre une décision sur l'admission, c'est le cas par exemple au Royaume-Uni, vous auriez techniquement jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc mai-juin, pour pouvoir passer votre test anglais et l'envoyer à l'université. Peut-on intégrer une université après le bac aux USA en n'ayant pas 18 ans en septembre? Oui, on peut. Alors, il y a certaines universités qui peuvent parfois exiger que vous ayez 18 ans, mais il y en a aussi beaucoup qui peuvent vous accepter en tant qu'étudiant mineur. De toute façon, au Royaume-Uni, les étudiants de première année, peu importe leur âge, sont obligés de loger sur les campus. C'est un peu une règle commune à toutes les universités sur cette destination pour une question d'assurance et aussi pour une question de mixer les étudiants entre eux. Tous les étudiants de première année sont logés sur les campus, donc ils sont tout à fait en mesure d'accueillir et d'accompagner des étudiants qui seraient mineurs. Après, ça dépend à quel point mineur. Si vous êtes un étudiant qui est très, très en avance et que vous avez 14-15 ans et que vous passez le bac, bon, là, je ne garantis pas, ça peut arriver de temps en temps et là, il faut voir au cas par cas. Mais si vous avez 17 ans et que vous aurez 18 ans pendant l'année ou si vous venez tout juste d'avoir 17 ans, en général, ça ne pose pas de soucis particuliers. Je vois qu'il n'y a plus de questions particulières. Je pense qu'on va pouvoir boucler. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'est un véritable plaisir de vous parler de l'orientation scolaire et des études à l'international. Le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez y accéder en replay. On vous enverra le lien. Et puis, si vous avez des questions spécifiques concernant un projet d'études, que ce soit en France ou à l'étranger, ou ne serait-ce que faire un point sur l'orientation, n'hésitez pas à me contacter, moi, ou à contacter Christine du groupe Ton Avenir, et on sera ravis de vous accompagner. On vous remettra nos contacts directement avec le replay du webinaire. Merci à tous. Merci, belle soirée. Et Bonne puis, soirée. bon